Voilà, on va faire un petit tour d'horizon de l'amylose. Donc, on commence avec la première étude pronostic. Rappel, donc dans l'amylose, les classifications pronostiques, vous les connaissez mieux que moi. Il y a celle de la Mayo, dernière publiée en 2012, et ses modifications européennes qui sont les plus utilisées en pratique. L'atteinte cardiaque, c'est le facteur pronostic majeur dans l'amylose, qu'on évalue par le BNP et la troponine. Mais maintenant, à l'échographie, on arrive à très bien évaluer le strain longitudinal, qui est un excellent reflet de la fonction ventriculaire gauche. Et ben, par ailleurs, ces classifications, elles commencent à dater un petit peu. On a eu des nouvelles thérapeutiques avec notamment les anti-CD38 et le DARA. Et donc, cette étude rétrospective voulait regarder, revoir un petit peu les facteurs pronostiques en essayant d'intégrer ce strain longitudinal, comme vous allez le voir. Donc, diapo suivante. Donc, c'est une étude de registre multicentrique au Royaume-Uni qui a inclus quasiment 1400 patients qui avaient une amylose confirmée histologiquement, amylose AL. 60% étaient des hommes avec un âge médian diagnostic de 66 ans, environ 2 tiers d'atteinte cardiaque ou rénale. Et il y avait quand même que 6% de patients dans la cohorte qui avaient reçu un traitement avec du daratumumab. Donc, bon, vous voyez leur classification selon la classification européenne modifiée qui est tout à fait standard à ce qu'on connaît avec les données de vie réelle, une médiane de survie globale à 72 mois. Et en fait, diapo suivante, ils ont fait des analyses multivariées larges et identifié sans surprise le NT, pro-BNP et la troponine comme des facteurs de risque, mais également l'abaissement du strain longitudinal à plus de 9%. Ils ne ressortaient pas dans leurs analyses la DFLC. En fait, cette analyse du strain longitudinal à plus de 9%, elle semble d'autant plus importante que lorsqu'on l'applique aux patients qui ont déjà le pronostic le plus sombre, c'est-à-dire le stade 3B, avec, vous voyez, une division des deux courbes assez nette, avec une survie médiane qui descend à 5 mois lorsqu'on a ce strain nettement abaissé, comparé à 24 mois finalement il est conservé. Diapo suivante. Donc, ils ont proposé à la suite de ça un nouveau stade, le stade 3C, qui reprend les critères du groupe 3B plus ce strain longitudinal ABC. Et diapo suivante, avec maintenant 5 groupes de risque qui se distinguent assez bien. Donc, c'est une étude intéressante. Ça nous identifie une nouvelle catégorie de patients très à risque, qu'il va peut-être falloir considérer pour nos futures études, même si chez ces patients-là, on sait que ben, c'est la greffe cardiaque qui va vraiment être importante. Et avec les limites qui sont que ben, ça reste une seule cohorte qui nécessite une validation externe et qui, encore une fois, il y a très peu de patients traités par daratumumab. Alors, peut-être qu'il faudra encore une fois remettre au goût du jour ces classifications. Donc, diapo suivante, on enchaîne avec la thérapeutique. La première étude, c'est l'actualisation de l'étude Andromeda. Donc, l'étude Andromeda qui a été publiée en juillet 2021, qui était une phase 3 qui avait inclus quasiment 400 patients de stade 1 à 3A et randomisé DARA VCD versus VCD 6 cycles et un entretien par DARA jusqu'à maximum 24 cycles pour ceux du groupe DARA, qui avait montré ben, d'excellents résultats en faveur du DARA à tous les niveaux, que ce soit en termes de réponse complète, globale ou de réponse d'organes, et qui avait donc mené en 2022 à l'approbation du DARA en première ligne pour les patients de stade 1 à 3A. Et était donc présenté, diapo suivante, à cette ASH, l'actualisation à 5 ans, avec désormais un suivi médian de 62 mois. Donc, première info, c'est que on retient que ben, 64% des patients du DARA ont eu la maintenance complète, que 70% des patients ont fait un crossover de VCD vers DARA VCD, et que ben, les résultats à 5 ans confirment l'étude qui avait déjà été présentée en 2021, avec sur ce critère de jugement principal qui était une PFS composite selon l'atteinte cardiaque, rénale, progression hématologique ou le décès, nettement en faveur du DARA, 60% versus 32% à 60 mois. Diapo suivante. En termes de réponse, c'est la même chose. Cette étude donne les mêmes infos que celle qui avait été publiée en 2021. Vous voyez, 90% de réponses globales avec le DARA. Et puis, ça se traduit, évidemment, ces résultats de PFS se traduisent en OS, malgré ce crossover de 70%. Et donc, avec l'info pardon importante qui est que tous les sous-groupes bénéficiaient du DARA et notamment ceux qui avaient une translocation 11-14.
Donc la conclusion de cette étude, c'est que ça affirme très nettement que le DARA-VCD est aujourd'hui notre standard de traitement en première ligne et semble intéressant aussi pour les translocations 11-14. On peut passer la diapo, pardon. Également, on va enchaîner avec l'isatuximab en rechute. Donc, l'isatuximab en rechute, une étude présentée par Muriel Roussel en oral abstract, qui avait été designée dans le contexte suivant. Bon, les anti-CD38, euh, pas besoin d'être plus clair, c'est une molécule majeure dans l'amylose AL, que ça marche d'autant mieux si c'est en combinaison et avec des imides. Et puis, avait été publié en 2019 l'essai Icaria dans le myélome multiple avec l'Isatux associé au pomalidomide et la dexaméthasone avec des bons résultats contre standard de traitement. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'a été designé l'essai ISAMIP, donc avec l'association d'isatuximab, pomalidomide et dexaméthasone pour les patients avec une amylose AL réfractaire. Diapo suivante. Donc, c'est une phase 2 franco-australienne qui inclut des patients de stade 1 à 3A qui n'avaient pas reçu d'anti-CD38 depuis plus d'un an. Alors, en fait, l'étude a été amendée puisque quand elle a été designée, il n'y avait pas le DARA et puis il y a eu le DARA en cours de route. Il a été possible d'inclure des patients qui avaient eu du DARA, mais il fallait pas qu'ils l'aient eu dans la dernière année. Elle a inclus 40 patients, 60% d'AL lambda, 42% de translocation 11-14 quand même, et des patients assez, 50% de patients avec un stade avancé, stade 3A, des atteintes d'organes, comme vous voyez, 2 tiers d'atteinte cardiaque, 40% d'atteinte rénale. Et il y avait une ligne de traitement antérieure en médiane chez ces patients, et c'était majoritairement des patients qui avaient reçu des alkylants du bortezomib. On n'avait que 3 patients dans l'étude qui avaient reçu du DARA sur 41. Diapo suivante. Donc, le critère de jugement principal, c'était la réponse hématologique, et vous voyez qu'elle est très bonne, avec une très bonne réponse partielle au mieux de 78%. Cette réponse, elle est rapide dans cette étude. La médiane de décroissance de la DFLC 60% d'une semaine. Et il y avait, après 2 cycles, on a 60% des patients qui avaient au moins une VGPR. Par contre, dans cette étude, une toxicité assez notable. La moitié des patients ont eu un SAE, majoritairement de cause infectieuse, avec en fait en lien avec une toxicité hématologique sur les neutrophiles. Patient qui avait du pomalidomide à 4 mg de J1 et J21. Donc, la conclusion de cette étude, c'est que cette association, on peut passer la diapo, elle est prometteuse, euh, avec une bonne efficacité, mais voilà, cette toxicité qui nécessitera peut-être de revoir un petit peu les doses, notamment de pomalidomide. Et la on en hématologie, plus besoin de la présenter. Dans la l'amylose on sait qu'on a 50 à 60% des patients qui ont une réponse hématologique qui gardent une MRD positive. Et que le lien, en fait, la MRD, on sait pas trop quoi en faire dans l'amylose. Il n'y a pas vraiment de lien entre la MRD et l'atteinte d'organes. Et donc, ils ont fait une étude multicentrique rétrospective qui reprenait les patients avec amylose AL qui avaient eu une évaluation de la MRD au moment de la RC, évaluée par CMF, et qui regardait le devenir de ces patients. Donc, ils ont inclus 319 patients, majoritairement des patients de stade 1-2, avec une atteinte cardiaque et rénale dans 80% de la population, 36% qui avaient eu du DARA dans cette étude, un peu plus récente, et donc 337 évaluations de MRD en moelle osseuse majoritairement, et que 51 dans le sang. Et sur la population, on avait 44% des patients qui étaient en MRD négative en situation en RC, en fait traitement. La première chose qu'on tire de cette étude, c'est que la MRD dans le sang, elle a une mauvaise VPN. Les patients qui sont négatifs dans le sang, ça ne veut pas dire qu'ils ont une MRD négative dans la moelle osseuse. Et donc, ça va être difficile de s'y fier en pratique, même si c'est plus faisable. Diapo suivante. La deuxième chose qu'on retient, c'est que
quand les patients sont en MRD en positive, plus la MRD est élevée, plus les résultats sont diminués en termes de time to next treatment et en termes de survie. Par contre, diapo suivante, euh, lorsqu'on compare les patients qui ont une MRD positive versus ceux qui ont une MRD négative, certes, les patients qui ont une MRD négative vont mettre plus de temps à arriver au prochain traitement. Par contre, la survie globale, elle n'était pas diminuée dans cette cohorte. Et enfin, diapo suivante. Donc, même si vous voyez, la MRD était très nettement corrélée au time to next treatment et peu importe le stade, peu importe le stade, peu importe le traitement, dans cette étude, la MRD n'était pas associée aux réponses d'organes, mais le recul est relativement faible. On n'avait qu'un an de recul en médiane et on sait que les réponses d'organes peuvent être tardives. Il y avait une petite réserve pour les stades 3A, pardon, j'ai fait une petite coquille, mais oui, dans les stades 3A, c'était pas aussi clair que ça, des patients qui avaient peut-être une maladie plus avancée. Et pour les patients qui n'étaient pas en RC, ça se voyait moins bien. Bon, pour conclure sur cette étude, en fait, la MRD, c'est un facteur pronostic indépendant qui est fiable, mais il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en sert comme surrogate marqueur dans les essais? Est-ce qu'il va y avoir les pratiques cliniques qui vont découler de la MRD? Dans l'amylose, c'est pas aussi clair que dans le reste de l'hématologie. Et je termine avec, vous pouvez passer à la diapo, 30 minutes sur des perspectives. En fait, en 2021 a été publié un essai de phase 1 dans Blood qui testait un nouvel anticorps conformationnel antifibrile dont le rôle est de recruter les macrophages pour éliminer les dépôts. Parce que, ben, vous l'avez vu, le nerf de la guerre dans l'amylose, c'est la réponse d'organes et elle est parfois lente et incomplète avec les traitements standards que je vous ai présentés. Et donc, cette nouvelle approche pourrait être intéressante. Et sans cette étude de phase 1, il y avait plutôt des bons résultats. Et donc, il y a une étude, vous pouvez passer à la diapo, préclinique, qui a conçu un quart macrophage, en fait, censé recruter les macrophages. Euh, bon, en gros, dans cette étude, le premier truc à dire, c'est que, en fait, faire un quart macrophage, c'est pas si difficile que ça parce qu'il phagocyte le lentivecteur. Et donc, ils ont dû faire de la mobilisation de cellules souches chez des souris et transduire les cellules souches pour avoir des macrophages qui avaient le quart. Diapo suivante. Mais par contre, les résultats étaient assez bons. Donc, lorsqu'ils injectaient donc, des dépôts amyloïdes chez les souris, puis ensuite le CAR modifié avec le fragment 11, 1 F4, eh ben, on avait une bonne clairance de ces dépôts là qui étaient évalués par fluorescence imaging. Voilà, en comparaison qu'un CAR contrôle. Bon, c'est des données précliniques, mais il y a des choses qui sortent avec ce type de thérapeutique là et qui vont peut-être un jour qui arriveront peut-être un jour dans nos pharmacies. Dernière diapo. Donc, ce qu'on retient, le nouveau stade 3C avec un nouveau groupe de patients de très, très mauvais pronostics qu'il va falloir peut-être qu'on prenne en compte dans les essais et dans les pratiques cliniques. Le DARA-VCD et le traitement, et il va y avoir un débat à venir, probablement pour la première ligne pour les 11-14, puisque ça fait pas si mal que ça, mais on fera peut-être DARA-Venetoclax. L'isatuximab pomalidomide dexaméthasone est une bonne association avec de la toxicité, mais qui sera gérable, je pense, en adaptant les doses. Et il va falloir faire peut-être une place à cette triplette qui était dans cet essai, donc en rechute. La MRD, je l'ai dit, on va voir ce qu'on en fait, mais c'est quand même un facteur pronostic indépendant. Et puis, des nouvelles molécules recrutant les macrophages, un quart macrophage qui pourra un jour voir une utilisation. Je vous remercie. Commentaire donc de l'expert, Arnaud Jacquard. Ouais, bah merci pour cet excellent topo hein, qui fait bien survol de tout ce qu'il y a eu à la SH. Sur les amyloses, c'est intéressant le nouveau stade 3C. Hein. On avait commencé avec le stade 3, troponine NT-proBNP, et puis avec le VCD MDEX qui avait amélioré la survie des patients, on avait fait plus ou moins de 8500 de NT-proBNP. Et maintenant, avec les nouvelles thérapeutiques, on arrive à améliorer la survie de ces patients les plus graves, les 3B, dont la survie était 3-4 mois avant, et maintenant qui devient plutôt supérieur à 1 an, et donc qui a besoin de définir quels sont ces malades les plus graves, pour discuter éventuellement, par exemple, d'une greffe cardiaque, un malade qui est 3C là, avec le strain qui est inférieur à 9%,
c'est sûr que c'est des patients, si on peut, il faut leur greffer le cœur directement parce que leur survie, quoi qu'on fasse, est absolument catastrophique. Dara-VCD, c'est vraiment un excellent traitement. C'était 1 an et demi la médiane de survie des patients en 2000, et là on est à 76% de survie à 5 ans. Donc on a complètement changé le pronostic de l'amylose AL. Dans cet essai, il y avait 6 mois de VCD DARA dans le bras DARA plus 1 an et demi de DARA. Nous, on a plutôt l'habitude de faire 6 mois de DARA après le VCD DARA. Et il y a une étude qui va commencer, qui était présentée en poster, où ils vont comparer, c'est la Mayo Clinic et c'est multicentrique, 6 mois de maintenance versus 1 an et demi. Donc on saura s'il faut continuer très longtemps. L'étude ISAMIP, elle est venue trop tard. On a mis, mais je crois on avait fait Amidara, DARA en première ligne chez les patients réfractaires ou en rechute, et on voulait continuer avec cette étude-là, mais ça fait 5 ans. Quoi. Et ça a été extrêmement compliqué de la démarrer. C'est vrai que quand on a démarré, le DARA commençait à être utilisé beaucoup, et quand vous pouvez utiliser un médicament en dehors d'un protocole, vous êtes moins incité à inclure les malades. Donc on a eu beaucoup de mal à inclure, mais c'est intéressant, les résultats sont excellents, avec sûrement une toxicité du POMA, donc 3 mg, ça paraît mieux que 4 mg. Alors on a fait cette étude avec les Australiens, et avec quelques problèmes vu le décalage horaire, donc je crois que là, il doit être 4 ou 5 heures du matin chez toi, donc il est tôt, là. Merci de t'être levé aussitôt pour faire cette présentation. La MRD, c'est très intéressant aussi. On a complètement changé de paradigme dans le traitement des amyloses. Avant, on traitait les malades, on était content quand ils répondaient, on regardait s'ils avaient une réponse d'organe. Maintenant, on essaie d'obtenir une réponse complète et même une réponse avec une MRD négative. Donc là, c'est MRD en cytométrie sur la moelle. Ce qui paraît plus intéressant, c'est ce que font les Anglais, c'est MRD en protéomique sur le sérum pour détecter le petit pourcentage de chaînes légères monoclonales qui restent. Et eux, ils ont vraiment une différence dans les réponses d'organes et la PFS. Donc ça, on va mettre au point des techniques certainement. Il y a d'autres techniques de protéomique vraiment plus précises. Nous, à Limoges, on a le séquençage des immunoglobulines sur matrice ARN qui est extrêmement sensible pour détecter les clones dans la moelle. Donc on va voir si on peut s'en servir aussi comme MRD. Et puis l'écart macrophage, c'est une idée, c'est génial comme idée, de mettre un anticorps sur un macrophage qui va reconnaître les dépôts et le macrophage qui vont les boulotter. Le problème, c'est est-ce que l'anticorps va reconnaître suffisamment les dépôts. Donc cet anticorps, il est testé en phase 3, il a été testé en phase 3 dans les 3A et les 3B, donc chez les patients avec une cardiopathie très sévère. On attend les résultats et il y a l'autre anticorps NEOD qui lui aussi est testé chez les patients avec une maladie cardiaque grave. Donc on attend les résultats, on n'est pas tellement optimiste, on va voir. Les anticorps, ça a l'air de bien marcher dans les transthyrétines, dans les amyloses à transthyrétine, et il y a plein de traitements qui marchent dans les amyloses à transthyrétine. Ça, c'est là où ça bouge peut-être le plus vite ces derniers temps. C'est un New England tous les 3 mois pour les gens qui s'en occupent, donc c'est qu'il y a des nouveaux médicaments efficaces. Et on espère qu'on va avoir l'équivalent pour les amyloses AL pour vraiment accélérer l'élimination des dépôts. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Donc, une question courte. Comment tu fais aujourd'hui pour décider de la greffe cardiaque en fonction du stade 3C et des médicaments qui marchent mieux, vite et qui mettent les patients en rémission complète? Quand tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de cœur. Tu peux faire ce que tu veux. Quand tu dépasses une certaine gravité, tu sais que ton malade, il a 80% de chances de mourir dans les 3 mois qui viennent. Et après, il va rester vraiment en grand insuffisance cardiaque pendant très longtemps. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a quand même des malades qui s'améliorent très très vite. Mais moi, j'en ai un, ça fait 10 ans, il était au bord de la... Non, il va bien, il fait du vélo, tu vois. Ouais. Quand est-ce que tu décides d'y aller? Avant, on n'avait pas de traitement, donc on y allait systématiquement. Maintenant qu'on a des traitements efficaces, tu vois, au bout de, sur un 3C, tu l'envoies direct. C'est vraiment les malades les plus graves. J'ai jamais vu un malade s'en sortir avec un strain à moins 5%. Tu vois, déjà, entre moins 5 et moins 9, faut voir. Mais c'est difficile, c'est une question. Alors souvent, elle se pose pas parce que les patients sont trop vieux ou les chirurgiens cardiaques veulent pas le prendre parce qu'ils ont trop de malades en attente.